فضيلة السيد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور صالح العقون. زميلتي أم سعد، الآن نذهب مباشرة إلى الجو العلمي وإلى هذه الندوة مباشرة. نعم زميلي الأستاذ خشب، شكرا للحاضرين معنا مرة ثانية. شكرا لكم سيد رئيس الجامعة ولكل الحضور الكريم وللأساتذة من كلية الطب بجامعة عنابة. أول مداخلة أستاذ خشب مباشرة مع الأستاذ بايري عبد المجيد المختص في علم الأعصاب بجامعة عنابة تحت عنوان التهيج والعواطف والانتقال المفخخ. تفضل سيدي الكريم. إضافة على كونه مختص في الأعصاب فهو محب كذلك للأدب والفن ومذواق لسماع الشعر. مرحبا بك سيدي في رحاب جامعة 8 مايو 1975. شكرا جزيلا. السلام عليكم. J'aurais aimé venir à Guelma et parler d'autre chose. Malheureusement, la situation nous obligera à parler encore de stress et de pathologie. Mais je vais essayer d'être léger et ne pas trop parler de pathologie parce que je veux donner un autre tournant à cette pandémie qui, dans le monde, est en train de tuer énormément de gens. J'ai intitulé ma communication stress, émotion, une transmission insidieuse. Et j'ai été ravi parce qu'on n'a pas parlé de stress émotion, mais on a retenu insidieuse. Et je voulais dire par insidieuse qu'elle n'est pas connue, elle n'est pas apparente. Lorsqu'on parle du Covid-19, prenez tout ce que vous voulez comme référence, en tête, il y a la morbidité, on tue, il y a des morts. Mais est-ce que cette pandémie a entraîné uniquement des décès? Il y a des effets qui ne sont pas perceptibles, ou du moins, on évite de les rendre perceptibles. Au cours du confinement qui a été imposé par mesure sanitaire pour ne pas augmenter la propagation de ce virus, j'ai beau chercher dans les revues scientifiques, est-ce que le confinement a un effet? Et l'isolement qui en résulte. Et apparemment, la littérature dans le monde n'est pas abondante dans ce sujet, mais j'ai fait la recherche et je me suis permis de faire la lecture à votre place d'un travail qui a été réalisé en 2020, en avril 2020, et qui parle cette fois du confinement et de l'isolement, mais les effets psychopathologiques du confinement. Ces effets-là ne sont pas perceptibles rapidement, évidemment. Ce travail a été fait avec des éléments d'avant, dans toutes les catastrophes qu'a connues l'humanité. Il y a un traumatisme qui laisse des traces. Et je voulais axer beaucoup plus ma communication sur cet aspect, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va ressentir à partir du confinement et de l'isolement. Je vais vous faire le résumé, parce que je ne veux pas être scolaire, et il semblerait que le confinement, il est pourvoyeur d'ennui et d'isolement social. Et c'est ce terme-là qui est important, l'isolement social. Et donc, on peut dire que nous avons des troubles de sommeil, de l'anxiété, des TSPT, c'est les traumatismes c'est le stress post-traumatique. Lorsqu'il y a un traumatisme, on développe une réaction particulière. La dépression, qui est la première entrée aux psychoses, très chère à nos collègues médecins. Du suicide. Et ce qui m'a amené à plus aller en profondeur, c'est que, décidément, à chaque fois qu'il y a une catastrophe, les violences conjugales sont multipliées par énormément de choses. C'est-à-dire que lorsqu'on a une catastrophe, on assiste à une violence. Et cette violence, elle est encore plus importante dans le milieu conjugal, le milieu familial. Si bien que ce confinement et cet isolement, il nous conduit à avoir avec la réalité un point de vue qui est déformé.
Et ce qui rajoute à cette déformation de la réalité, c'est tout ce que nous entendons comme information. Et toutes les études montrent que toutes les informations que nous percevons est en elle-même anxiogène, c'est-à-dire elle nous entraîne dans une anxiété. Et je dois vous dire que l'anxiété totale agit sur l'humanité puisqu'elle a fait baisser. L'objectif du confinement, c'est d'éviter d'avoir la pathologie. La télévision, les chaînes de radio et surtout le fameux portable, puisqu'on peut avoir l'information pratiquement rapidement, nous rend, sans le vouloir, anxieux. Et cette anxiété a d'ailleurs ces troubles qui découlent de l'information attribuant une quantité astronomique des informations qui parfois ne sont pas vérifiées, parfois sont juste à la limite du mensonge. Il y a un trouble qui découle de ça et on l'appelle le trouble anxieux lié aux médias, en anglais Headline Stress Disorder. Donc en fin de compte, si on veut que le confinement soit efficace, il faudrait changer de manière de confiner. On ne confine pas uniquement en isolant, parce qu'il faut agir sur plusieurs paliers, y compris les informations que nous recevons. C'est quand même aberrant qu'à chaque fois qu'on ouvre un canal d'information, on est submergé par, je vais être simple, par de la tristesse. On a l'impression qu'on est au bord d'un ravin, que tout le monde va disparaître au lendemain. Et ça laisse des traces extrêmement prégnantes sur le cerveau et nous allons essayer de voir ça tout au long de la communication. En fin de compte, dans toutes les situations de crise, de catastrophes naturelles, des épidémies, il y a une constante chez l'être humain. À chaque fois qu'il y a un traumatisme important, il y a des violences. C'est une constante chez l'être humain, quelle que soit son ethnie et quelle que soit son origine. Il doit y avoir quelque chose qui pousse l'être humain à réagir de cette manière. Pour vous rassurer, la violence n'est pas une émotion. La violence ne fait pas partie des émotions naturelles de l'être humain. La violence se fabrique, elle se construit. Et donc, je vous ai pris quelques exemples. Avant le Covid, avant la Covid, toutes les pandémies, toutes les catastrophes ont entraîné une multiplication accrue des violences. Et les premiers sujets de violence, les victimes de violence, c'est celles qui sont aux alentours, qui nous sont très proches, c'est généralement la famille. Donc la femme, évidemment, les violences sont généralement dirigées vers la femme. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire pourquoi. Mais en tout cas, même les femmes enceintes n'ont pas échappé à cette violence. Et c'est là où je vais insister. Parce que la femme enceinte, ce n'est pas une femme normale. Elle a quelque chose de plus. Les violences exercées sur la femme enceinte vont se retrouver au niveau de l'embryon. Pas au niveau physique de l'embryon, pas sur la couleur de ses yeux, mais sur son comportement futur. Il donnera un adolescent qui ne sera pas tout à fait, comme on dit souvent, normalisé. Quoique la norme, ça ne veut absolument rien dire. Bien. Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, tout à l'heure, quand on discutait ensemble, j'aurais aimé appeler ça l'Organisation mondiale de la maladie, parce qu'elle n'égrène que des maladies. Je ne sais pas où est-ce que vous avez trouvé santé dans l'OMS. On ne parle que de maladies. Selon cette organisation, 300 millions de personnes sont atteintes de dépression avec 1 million de suicides par an. C'est énorme ça. Et ça, c'est une constante aussi, et ça va s'accentuer, paraît-il, selon la même source. Les troubles mentaux, les dépressions, l'anxiété, tous ces éléments-là sont en train de se développer, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas Covid. La Covid, elle est venue nous tirer la sonnette d'alarme, peut-être, je ne sais pas, mais c'est une constante. Il faudrait tôt ou tard aborder ça autrement que d'une manière pointue au niveau d'une pandémie qui tôt ou tard, soit on va s'habituer, soit elle va s'éteindre tôt ou tard. Alors, elle rapporte, l'OMS insiste sur un palier du développement, c'est la petite enfance.
Pourquoi la petite enfance? Il y a plusieurs raisons. Mais entre autres, la première raison, c'est que la petite enfance, on a une structure mentale qui est en construction. Elle est malléable. Et c'est une prédisposition de l'enfant, en fait, à accepter tout ce qui vient de l'environnement externe. En réalité, ce que je vais aborder paraît être complexe. Pourquoi c'est complexe? Il y a 3 raisons. La première, c'est que, paradoxalement, nous n'avons pas un seul cerveau. Et selon ce monsieur, l'élégant monsieur que vous voyez ici, McLean, il a développé l'hypothèse qui a été confirmée que nous sommes construits avec 3 cerveaux. Le premier, en bas, le reptilien, c'est celui qui nous permet de marcher, de manger, de se défendre et de frapper. Ensuite est venu bien plus tard un autre cerveau se coller dessus. C'est le limbique, c'est celui qui gère nos émotions, la joie, le rire, la peur, etc. Et enfin, et heureusement, on a le néocortex qui lui va venir teinter ces émotions, leur donner un filtre. On ne laisse pas transparaître toutes les émotions qu'on a. Donc c'est complexe, parce que l'organe qui est impliqué dans la transmission est lui-même un organe complexe de par son anatomie et de par sa fonctionnalité. Ses fonctionnalités, elles sont très complexes. Le deuxième problème, les émotions. Les émotions de base sont connues, la peur, la joie. Le problème, c'est l'expression de ces émotions qui pose problème. On s'exprime à cause du néocortex d'une manière qui peut être différée. Donc on n'a pas un éthogramme des émotions. On ne peut pas dire vous êtes maintenant obligatoirement heureuse. Parce que nous avons cette capacité de contourner l'expression. Et enfin, le troisième petit problème qui rend la chose encore plus complexe, c'est le fameux stress. Alors d'emblée, le stress, il faudrait que je rappelle que si vous mettez sur Google le mot stress, en 0,38 secondes, vous avez 1 milliard de définitions. C'est le terme le plus vulgarisé en matière de... C'est impressionnant. Et de là, on va confondre l'agent causal et la riposte du corps. Le stress, ce n'est pas l'agent causal. Le stress, c'est la riposte de l'organisme à un événement externe. Et donc, comme il est multifactoriel, ça peut commencer par une diarrhée et finir par la mort, que je ne souhaite à personne évidemment, mais c'est très une palette d'expressions. Ce qui rend l'étude du stress obligatoirement complexe. C'est pour ça qu'on est en train de la hiérarchiser un petit paquet d'études sur le stress. Donc ça, ce sont les problèmes qui vont rendre l'approche un peu complexe. Mais si on replonge un peu dans l'historique, et j'adore raconter des histoires, c'est qu'au cours de la Deuxième Guerre mondiale, en Angleterre, les Allemands sont venus bombarder. Et il y a un monsieur qui s'est intéressé aux enfants qui ont perdu leurs parents, qui n'ont plus où dormir, qui sont sans abri. Il a constaté que tous ces enfants-là avaient un écart de comportement par rapport aux enfants qui, eux, vivaient normalement chez eux, entourés. Et à partir de là, Winnicott a développé une approche extraordinaire. C'est le pionnier en matière de pédopsychologie, c'est-à-dire psychologie adaptée à l'enfant. Et il a développé l'idée qu'en fait, il y a 3 fonctions maternelles qui sont, j'allais dire, pas uniquement importantes, essentielles au développement du cerveau et du mental de l'enfant. La première, c'est ce qu'on appelle l'objet presenting, c'est-à-dire on aide l'enfant à découvrir son monde. Ma grand-mère le faisait sans avoir lu Winnicott. C'est un comportement qui est presque inné. On donne à l'enfant des objets pour l'entraîner à comprendre. La deuxième, c'est le holding. Là, c'est tout ce qui est soit affectif, psychologique de l'enfant, et c'est là où la culture intervient, parce que là, il y a des différences selon les cultures de par le monde. Et enfin, ce qui m'intéresse, c'est le hunting,
Et le hunting, on peut le résumer par le fait de caresser. Hein. On peut le résumer à caresser, mais c'est tout ce qui est le toucher, le toilette. C'est très très important, cette histoire de tac. Alors, à partir de là, on va essayer de voir ensemble le résumé. Je vais vous donner le résumé. Donc, il est reconnu, et c'est démontré, que ce potentiel inné ne peut se développer, parce qu'à l'enfance, le cerveau de l'enfant continue à se développer, mais il ne peut le faire que s'il est couplé à des soins maternels. C'est exactement ce qu'a fait le confinement, il a fait l'inverse. Pendant l'isolement de par le monde, des mamans ont été obligées de se séparer de leurs enfants et des familles entières ont été scindées en parties. Et ça touche principalement les enfants, surtout à un âge précoce. Le problème, c'est qu'on ne peut pas étudier les effets de la transmission de ces émotions chez l'être humain facilement, pour plusieurs raisons. La première, c'est l'éthique. On ne peut pas venir dans une famille et dire, voilà, s'il vous plaît, je vais vous séparer pour voir ce que ça donne. C'est impossible. Donc on est obligé de modéliser. 2 minutes. Donc on m'interpelle. 2 minutes. Alors, pour juste aller dans le temps qui me reste, donc à partir de là, nous avons démontré en fait que les émotions ne peuvent pas être directement étudiées chez l'humain, mais on les a étudiées chez l'animal. Et je vais vous donner ce que nous avons trouvé dans 2 travaux. Ces thématiques ont été données il y a 4 ans, donc bien avant la Covid. Donc j'ai développé un travail sur la séparation mère-progéniture chez le rat et un travail qui consiste à enrichir l'environnement et venir caresser le rat. Et croyez-moi, ce que nous avons trouvé est surprenant, parce que les rats qui ont été séparés ont eu des problèmes de comportement et nous avons trouvé, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé, voilà. Donc, lorsqu'il y a un handling, lorsqu'on caresse l'animal, regardez ce qu'on trouve. Donc, moins de peur, réactivité au stress plus élevée, tendance à la résignation, adaptation aux situations dépressinogènes, etc., etc. Et donc, on a une certitude maintenant qu'un traitement, un enrichissement de l'environnement, les soins que nous prodiguons à la jeune enfance sont capables de rétablir les dégâts causés par tout type de traumatisme. Et je vous remercie. شكرا لكم استاذ بارع على المداخله الحاسمه. كانت بعنوان التهيج والعواطف الانتقال المفخخ. تحدثتم عن تعريفات لهذه المصطلحات وتاثيراتها خاصه عند المراه، عند الاطفال، خاصه في مراحل الطفوله المبكره، وكذلك الكثير من العلاقات الواصله بين هذه العناصر او هذه المفاهيم وكيفيه تاثيرها خاصه في هذه المرحله الحرجه التي تمر بها البشريه من خلال او عبر كوفيد-19. شكرا جزيلا لكم.